welcome to the fifth workshop. Bonjour au 5e atelier des séries d'ateliers de l'entrepreneuriat vert. Nous allons encore attendre 1 ou 2 minutes avant que tout le monde puisse se connecter et pour pouvoir aider les personnes qui ont besoin d'assistance technique. Excellent. And I see that there are now about 45 of us. Excellent. Et je vois qu'il y a déjà 45 personnes dans ce groupe. Je m'appelle Brock Dickinson. Je suis dans la résidence d'entrepreneuriat de l'Université de Waterloo. Et aujourd'hui, nous allons commencer d'abord, comme c'est la coutume au Canada, avec notre reconnaissance du territoire. L'Université de Waterloo se trouve dans les territoires traditionnels des peuples Anishinaabe, Haudenosaunee et des Neutres. L'Université de Waterloo est située sur la concession de Haldimand. Enfin, le campus de l'université est situé dans la concession du Haldimand. C'est une parcelle du terrain promise aux 6 nations d'une largeur de 6 000 sur chaque rive de la rivière Grand. Et donc, on vous invite aussi à reconnaître dans quel territoire traditionnel vous vous trouvez. De cette façon, on pourra refléter cette relation que l'on a avec les communautés autochtones qui habitent dans ces territoires. C'est un grand plaisir de vous donner la bienvenue au 5e et au dernier atelier. Ce dernier des 5 ateliers de notre série sur l'entrepreneuriat vert. Si c'est la première fois que vous participez à ce webinaire, on aimerait vous dire qu'il sera disponible dans plusieurs langues. Vous pouvez écouter l'audio en anglais, français ou en espagnol. Et pour choisir votre langue de préférence, vous pouvez faire clic sur le globe qui se trouve en bas dans la barre de Zoom. Vous pouvez choisir la langue de votre préférence. On vous invite à utiliser le chat pour vous présenter, pour nous dire d'où vous nous joignez aujourd'hui, des réflexions, etc. Et en plus, puisque nous aurons notre séance questions-réponses, nous avons aussi la fonction questions-réponses sur le chat. Vous pouvez la poser aussi dans la langue de votre choix, espagnol, français, anglais. J'aimerais aussi signaler qu'il s'agit d'un événement organisé par un partenariat de l'Université de Waterloo et la Commission pour la coopération internationale et le réseau de l'éco-innovation. C'est une très bonne opportunité. Cet événement reçoit l'aide et a été aussi organisé en partenariat avec le réseau de l'éco-innovation. C'est une alliance de 8 universités et institutions dans l'Amérique du Nord qui travaillent ensemble pour promouvoir des opportunités universitaires afin d'encourager l'innovation verte. C'est le réseau que vous voyez sur l'écran. À présent, je vais donner la parole à notre facilitateur aujourd'hui. C'est un plaisir de vous présenter Nish Palashuk. Nick est un expert dans le mouvement est un candidat de doctorat pour la gestion durable et il est aussi un ambassadeur du réseau de l'éco-innovation de la faculté de l'environnement. Il travaille dans le bureau de la durabilité. Il a travaillé là pendant l'année et demie dernière. Nick, on te donne la parole. Merci, Brock. J'aimerais en fait faire un écho des sentiments de Brock. Dans cette série de 5 ateliers où on explore l'entrepreneuriat vert, on a eu plusieurs participants aujourd'hui de plusieurs pays. Je suis vraiment très contente de voir une audience si différente. Et donc, on a plus de 1400 participants qui ont été enregistrés de plus de 76 pays qui se sont inscrits. Et comme Brock l'a dit préalablement, il y a une fonction de questions-réponses. Et donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les dans la fonction questions-réponses. Moi, je ferai de mon mieux pour choisir autant de questions possibles. On espère pouvoir le faire, mais nous terminerons dans environ 90 minutes. Aujourd'hui, le format pour cet atelier
nous aurons Niria Alicia qui a plusieurs projets dans l'Amérique du Nord. Donc, nous verrons des cas à succès de différents étudiants. Je vais vous présenter les panélistes, je vais vous donner leur contexte, d'où ils sont. Et si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions dans la fonction questions-réponses. À présent, j'aimerais présenter Niria Alicia. Niria Alicia est une organisatrice de la communauté autochtone Chicana. Elle est éducatrice, elle est gardienne des histoires, elle est activiste des droits humains. Mais cette lutte pour la justice de Niria Alicia a commencé lorsque elle a commencé à se remettre et à lutter pour les terres autochtones, à normaliser les valeurs autochtones en honneur du caractère sacré des femmes. Et en 2020, les Nations unies lui ont octroyé l'honneur le plus grand qui est donné aux jeunes gens de moins de 30 ans pour son travail Run for Salmon. Et ayant dit cela, on lui donne la parole. Bonjour, je vous souhaite une très bonne journée. Et où que vous soyez, je suis vraiment fière d'être ici avec vous tous. Et surtout, je suis très fière d'avoir été invitée pour parler sur le travail que nous avons fait, le travail que notre communauté a fait au nom de notre mère Terre, au nom des générations futures et au nom de la survie écologique et culturelle. J'aimerais vous partager une histoire aujourd'hui. Alors, c'est ce que j'ai dit à Brock lorsqu'il m'a appelé pour me demander s'il voulait partager quelque chose sur l'entrepreneuriat. Je me suis dit, bon, le Run for Salmon, ce n'est pas vraiment une entreprise. Je ne pourrais pas vous dire comment faire des entreprises vertes, mais je peux vous en parler sur d'autres sujets parce que c'est le travail ce sont les apprentissages de notre travail. Notre mère Terre a besoin de nous. Il faut qu'on creuse davantage et qu'on écoute davantage pour savoir ce dont on a besoin. Ce n'est pas toujours l'argent ou ce ne sont pas les choses qu'on pense qu'on a besoin pour créer des solutions ou pour trouver des réponses aux problèmes. Je pense que parfois, on est en train de compliquer les choses et on est en train de trop réfléchir ce dont on a besoin. Mais la mère Terre, la mère nourricière, a tout ce dont on a besoin, mais il faut tout simplement l'écouter. Il faut l'écouter en toute humilité et peut-être quelque chose de positif surgira. Et c'est ça l'histoire que je vais vous partager. C'est une histoire qui s'appelle Run for Salmon, courir pour le saumon. Et c'est une histoire, les gens disent qu'elle a commencé en 2016, mais en fait, elle a commencé bien avant cela. Cela commence avec cette histoire. Et on sait que nous venons de gens qui ont des racines très profondes et des relations très profondes avec notre terre-mère. Et nos ancêtres ont des histoires de la création. Et ils les ont toujours, des histoires de la création qui ont commencé bien avant les histoires de la création des nations et des États et des pays où nous habitons à présent. J'aimerais vous partager cette histoire de la création. Run for Salmon. Quelqu'un, s'il vous plaît, dites-moi si vous pouvez voir ma diapo. D'accord, super. Alors, en fait, aujourd'hui, on a fait un partenariat avec l'ONU pour résoudre cela. Et donc, je pourrais vous montrer les diapositives. C'est l'histoire
de la restauration du caractère sacré de la migration et de quelle façon ce Run for Salmon est un projet, une campagne qui recherche à réintégrer ce rappel du caractère sacré de notre relation avec la mère Terre, la terre nourricière. Alors, il y a des milliers d'années, les êtres humains migraient de façon libre à travers les territoires. Les êtres humains avaient une relation unique avec les plantes, les animaux. Ils avaient promis de prendre soin d'eux. Ça, c'était bien avant les ordinateurs. C'était bien avant tout ça. Cette histoire est réelle pour tous parmi nous. Tous nos ancêtres ont eu ces relations uniques avec la terre, avec les plantes, les animaux. Et probablement, ils croyaient aussi qu'on avait une responsabilité unique vis-à-vis cela. Il y avait une tribu qui croyait qu'au début des temps, les saumons leur donnaient une voix. Ils avaient promis de protéger le saumon pour préserver le caractère sacré du saumon, la migration du saumon. Et ça, c'était ce que les gens gentils faisaient. Et le saumon a regardé les êtres humains. Il a dit, cette créature humaine aura besoin de l'aide. Alors, le saumon a donné aux humains la capacité de parler avec la promesse. Enfin, les humains ont fait la promesse qu'ils utiliseraient ce don pour pouvoir parler, pour défendre les saumons. Alors, chacun parmi nous a une histoire qui nous raconte avec qui nous sommes le plus connectés dans le monde non humain. Ici, en Californie, c'est cette relation qui guide la vision et le travail dont on a besoin dans ce territoire et pour que ces terres et que ces eaux soient en bon état. Après, comme vous le savez, les êtres humains ont commencé à oublier leurs responsabilités en tant que personnes qui prennent soin des autres et de la nature. On a construit des presses, on a construit ces murs qui empêchent l'eau de passer, on a construit, on a détruit, on a réarrangé, réajusté cette perfection de l'ordre naturel, n'est-ce pas? Et dans ce cas-là, on a vu les impacts de cette perte du saumon dans les eaux où, en fait, le saumon est une espèce clé du point de vue scientifique. Les biologistes pourront vous le dire, pourront vous parler de cette importance. On a vu cette déconnexion de la compréhension du caractère sacré de la migration du saumon. On a pensé qu'en créant des murs et qu'en créant des frontières et des presses, cela n'était pas seulement naturel, mais nécessaire. Alors, dans cette histoire, cela a changé la vie des gens, mais cela a provoqué une dépendance excessive dans l'agriculture et on doit vivre ces vies trop industrialisées que l'on a et qui utilisent beaucoup trop de produits chimiques et cela endommage le saumon. Et selon le point de vue des peuples autochtones ici, dans le sud de la Californie, moi je vous appelle des territoires Alino-Lishin. Et en fait, le saumon va de la Basse-Californie au Canada. Donc, en fait, c'est aussi une chose qui nous connecte en tant que nation. Et il faut comprendre que leur présence, leur bien-être est absolument nécessaire pour le bien-être de la terre et des personnes qui habitent cette terre. Et ici, nous avons cette histoire et on voit que Run for Salmon n'est pas une entreprise. Nous n'avons pas de modèle d'entreprise, comme je l'avais dit déjà auparavant. Je ne sais pas comment gagner de l'argent, comment faire des entreprises, mais je sais comment faire quelque chose de beau et quelque chose de magnifique sans avoir de l'argent. Et on doit tout cela
c'est grâce aux guides de nos ancêtres. Ce sont eux qui nous ont appris toute l'importance de la prière. Alors, dans cette histoire graphique, on voit cette réalisation. La chef Kaline dit, il faut se rappeler de la prophétie de nos gens dans leurs histoires. Ce sont les bases de données les plus puissantes. Moi, je ne connais pas un hard drive qui ait pu durer des milliers d'années avec les histoires des gens. Il y a une prophétie. Lorsqu'il n'y aura plus de saumon, il n'y aura plus de personnes. Alors, elle a vu que ces changements que les êtres humains faisaient à notre mère Terre, puisqu'ils endommageaient les terres, les plantes et ils endommageaient eux-mêmes, elle avait vu que ces changements allaient avoir un impact dans autant de personnes. Et je ne parle pas seulement de la cosmologie, je parle de tous les gens qui habitent dans ces territoires, qui ont ces cosmovisions et ces histoires qui ont l'impact du déséquilibre. Alors, elle a prié pour ce guide afin de pouvoir restaurer. Et en 2016, les nombres étaient en train de diminuer. Moi, je parle de milliers d'années. Il y a des milliers d'années. Avant, il y avait des millions de saumons. Ils étaient toujours là pendant toute l'année. Et en 2016, lorsque ces chiffres qui représentaient déjà un grand risque continuaient à se dégringoler, à s'effondrer, les esprits et les ancêtres nous ont donné une réponse. Il faut suivre le saumon. C'est une direction très simple. Il faut suivre le saumon. Alors, nous avons pris cette direction. On s'est rendu compte qu'il s'agit de quelque chose de plus du saumon. Il s'agit de tous les gens dans ces territoires, les autochtones ou les non-autochtones. C'est pas grave, mais il faut aller au-delà du genre, au-delà des titres de la race et participer. Alors, la chef a dit que la seule façon de pouvoir sauver et guérir notre mère Terre, c'était de suivre le saumon et de prier. Alors, on l'a suivi dans cette trajectoire de 300 000. Les gens se sont rassemblés, ils étaient en train de prier pour que le saumon retourne. Parfois, on n'a pas besoin de réfléchir sur les solutions. Cette technologie et cette tradition de la danse et de la cérémonie, elle a des milliers d'années et c'est pour une raison. Nous avons perdu nos coutumes et cela a contribué au manque d'équilibre et au manque d'harmonie dont nous faisons l'expérience aujourd'hui. Dans cette façon, les êtres humains habitent sur notre terre-mère. Alors, nous avons vu des impacts horribles dans cette trajectoire. Nous avons fait l'expérience dans nos corps alors qu'on suivait cette rivière et on voit cette importance. Tout projet d'entrepreneuriat que vous fassiez, assurez-vous sur comment vous allez le faire en ayant cette connexion des gens à la terre. Et puisque nous marchons à côté de la rivière, nous invitons les autres d'être avec la rivière. C'est la façon la plus puissante de pouvoir réveiller notre ADN pour comprendre de ce qu'on parle et pour pouvoir parler, pour défendre le saumon. Nous voyons ces températures qui augmentent. Et cela, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour nous, ce n'est pas quelque chose de difficile. Nous vivons dans un monde où nous voyons autant de morts autour de nous. Il faut parler aux fonctionnaires publics, aux médias, où que ce soit, où que notre message pourra être écouté.
pour que les gens commencent à avoir plus de la curiosité et qu'ils commencent à participer. Et nous avons vu cette réponse formidable. Ces prières, ces appels à l'action ont inspiré d'autres personnes pour se rappeler du caractère sacré de la migration du saumon. Et donc, j'aimerais vous dire que les murs des frontières ne sont pas normaux, les presses ne sont pas normales. On a besoin de solutions. La seule façon où l'on pourra réveiller cette mémoire, c'est de réveiller la mémoire de ceux qui n'ont pas perdu cette mémoire. Par exemple, les saumons et les rivières et les papillons qui vont au Canada et qui après arrivent au Michoacán. Et les êtres humains, nous avons cette capacité de mettre en pratique et de pouvoir avoir cette connexion. Alors, ça fait déjà plusieurs années que nous sommes dans cette trajectoire et nous emmenons les tout petits avec nous, les jeunes enfants qui ont grandi dans cette trajectoire. Pour eux, le fait d'être dans la rivière et jouer et parler, c'est leur vie normale, n'est-ce pas? Et nous aussi, les adultes, nous en réfléchissons. Quelles sont les entreprises, quels sont les projets que nous devons créer, qui doivent établir ce véritable sentiment de normalité pour les générations futures. Et c'est ça ce que l'on voit dans cette marque. Voilà, nous avons quelques images des personnes réelles. C'est le chef Kaline, ce sont les personnes âgées qui nous guident. Et pour conclure, si nous avons un des participants qui était avec nous, et j'aimerais tout simplement penser sur les différentes façons de voir que le travail que nous faisons à présent pourront nous bénéficier. Et c'est le moment de nous rassembler et de penser au-delà des besoins des êtres humains afin que quelque chose de beau puisse avoir lieu pour les générations suivantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Niria, pour avoir partagé cette histoire et ces expériences. Je pense que tu as vraiment signalé le point. C'est facile de perdre cette connectivité entre la nature et les systèmes naturels. Et j'espère qu'aujourd'hui, on puisse apprendre quelque chose de ces leçons si précieuses. Après, dans cette série d'orateurs, j'aimerais vous présenter Alan Rodriguez. Alan est un ingénieur dans la faculté d'études supérieures d'Aragon au Mexique. Il est un manager technique associé et il est le PDG et cofondateur de l'entreprise Genia. Donc, il aime beaucoup la technologie et il aime aussi il vise à réduire les niveaux d'inégalité au Mexique. Il veut utiliser des catalysateurs du progrès avec des projets d'innovation technologique et sociale. Donc, bienvenue, tu as la parole. Bonjour, merci beaucoup. Tout d'abord, je veux vous dire que je suis ravie d'être ici parmi vous pour partager les expériences. Je vais partager également mon écran. Je veux vous présenter ce que nous faisons. Et nous sommes une entreprise qui crée des opportunités pour les logements. Tout cela a commencé avec une idée. On aimait bien le béton. Nous étions des personnes très inquiètes et nous avons trouvé donc une technologie de béton. Dans cette technologie, une activité qui nous passionne. Et nous croyons que nous pouvons créer des changements. Et
Ça fait partie de l'ADN de notre compagnie. Cette photo que je vous montre, c'est la première maison qui a été bâtie à Comitán, Chiapas. C'est une communauté très éloignée. Elle se trouve à côté du Guatemala, de la frontière du Guatemala. Et ici, en Amérique latine, il y a beaucoup de problèmes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter des logements sans les prestations sociales ou les aides du gouvernement pour acheter un logement se fait moyennant la banque. Mais vous devez avoir un emploi formel. Plus de 50% de la population qui est active n'a pas un emploi formel. La plupart travaillent dans les transports, dans les commerces. Il y a beaucoup de travail au Mexique, mais la plupart des personnes ne sont pas réglementées, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des services de santé et ils n'ont pas un logement, que c'est quelque chose de base. Et ici, nous cherchons des solutions. Ingenia Concretos donc construit du logement durable et on voulait réduire les coûts, baisser l'impact environnemental et que ces logements aient une qualité de vie. Et la plupart de ces logements ont été construits sans connaissance technique, c'est-à-dire que le Mexique et l'Amérique latine. Avec cela, bien sûr, il y a un grand péril parce qu'il y a beaucoup de tremblements de terre. Et le patrimoine et la vie des personnes s'est vu endommagé à cause de ces tremblements de terre. Donc, nous avons donc écouter ces problèmes, nous avons travaillé sur cela et c'est quelque chose qui nous passionne beaucoup. Ce que nous offrons, c'est la construction des logements avec ce système de construction et nous avons 3 services de base qui doivent être inclus, c'est-à-dire qui doivent faire partie de chaque projet. Et c'est-à-dire que les personnes puissent avoir un accès à ce logement, avoir ce bénéfice de logement digne qui soit certifié, qui puisse donc avoir de l'intégrité, de la sécurité, bien sûr, parce que c'est un patrimoine et qui, bien sûr, puisse et que le secteur et que tous les secteurs puissent en avoir accès. Quelque chose qui soit adapté aux besoins économiques et aux possibilités de tout le monde qui veuille avoir un logement. Il y a quelque chose de très compliqué. Et je parle de la partie économique. Parce que nous voulons également créer des opportunités. Nous sommes des ingénieurs, on aime bien les mathématiques, on voit tout de façon très technique, mais il faut s'impliquer dans d'autres thèmes, c'est-à-dire être multidisciplinaire parce que nous devons être impliqués aussi aux thèmes économiques. Et nous avons trouvé une façon de travailler qui puisse impliquer avec les écosystèmes et avec d'autres systèmes, c'est-à-dire que nous avons eu contact avec d'autres sociétés, avec d'autres entités pour pouvoir avoir des accès au crédit pour la plupart de la population qu'aujourd'hui n'a pas un accès au logement. Des opportunités financières, bien sûr. Il y a quelques institutions au Mexique du gouvernement qui donnent des opportunités pour pouvoir avoir des logements. Mais avec d'autres entreprises également qui nous ont aidés avec les thèmes techniques pour pouvoir présenter notre expérience en construction, notre expérience avec ceux qui travaillent avec nous. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous voulons vous raconter également, c'est que au début, c'était un problème que nous avions.
il y a des choses, bien sûr, qui sont tristes, des histoires très tristes, mais nous sommes passionnés au problème et c'est pour cela que nous sommes ici. Et c'est ce que j'aime bien recommander aux étudiants des universités, les étudiants des collèges, parce qu'eux, ils cherchent leur chemin. Et ils veulent commencer à travailler dans un projet de vie ou professionnel. Et ce que je leur recommande, c'est de trouver un problème qui leur passionne. Ensuite, avec ses passions, avec ses problèmes, de trouver une idée pour changer le monde. Il me semble que nous savons tous qu'on ne peut pas changer le monde avec une seule personne, 2 personnes, 3 personnes, mais un petit changement fait la différence. Et ce petit changement implique tout. Donc, nous recommandons de trouver une idée pour changer le monde. Et je vous parlais déjà de la partie technique, qu'on aime bien la partie technique. Et bien sûr, le thème multidisciplinaire qui s'implique parce qu'on ne pouvait pas communiquer nos idées avec les personnes qui pouvaient nous aider, avec des personnes du secteur financier, avec des anthropologues également, parce qu'il ne s'agissait pas uniquement d'arriver à un seul secteur de la population. Et on ne pouvait pas faire ça comme ingénieur, comme architecte. On devait, bien sûr, on devait porter les lunettes et voir cet aspect social pour impliquer cet aspect social. N'ayez pas peur de crier au monde entier ce que vous faites. Nous crions ce que nous faisons, c'est-à-dire que nous faisons connaître ce que nous faisons. On ne sait jamais qui est de l'autre côté, qui nous entend, qui nous écoute. Donc, dans l'écosystème des entrepreneurs ou au Mexique, on a peur de parler de nos idées, de les expliquer. Et donc, il faut enlever cette barrière. Et cela fait une grande différence pour qu'on puisse communiquer et qu'on puisse trouver des alliés et pour faire notre travail. Et c'est comme celui qui jouait la flûte et qui faisait parvenir tous les petites souris. C'est exactement cela. Il faut crier nos passions au monde. Quelque chose d'important également, c'est que nous devons être très constants. Bien sûr que notre entreprise n'a pas été créée du jour au lendemain. Il y a eu des moments qu'on était vraiment désillusionnés, on n'avait pas d'illusion, on était assez triste, mais je peux dire aujourd'hui que nous sommes très positifs maintenant de cette situation que nous avons dans l'entreprise et être constant nous permet d'aller de l'avant. Et bien sûr, il faut qu'on sache qu'on est en train de réussir à voir nos objectifs et que tout est possible. On doit continuer. Et ici au Mexique, on parle toujours des petits pas, c'est-à-dire un petit pas à la fois, de faire. On ne peut pas courir si on ne commence pas à marcher à 4 pattes ou à marcher à 2 pattes. Donc, il faut un petit pas à la fois parce que cela va nous permettre à être toujours en mouvement. Les entrepreneurs ne doivent pas être statiques. Ils doivent bouger toujours. Il faut s'adapter rapidement aux changements. Nous avons changé le modèle du business plus de 3 fois. Et à chaque occasion, on a appris des leçons. Chaque changement parle des erreurs. On le prend comme des cycles, on les considère comme une vie. C'était quelque chose qui s'est passé et nous avons appris des leçons. Donc,
Il faut donc s'adapter rapidement au changement. Il faut toujours, et par expérience, je vous le dis, que si nous avons un objectif, si nous avons des buts, la vie a toujours une façon de nous surprendre et c'est ça l'important. Parfois, on l'oublie parce que nous avons beaucoup de travail, parce que en tant qu'entrepreneur, nous avons plein de choses dans la tête et on oublie la patience. On voudrait que tout soit immédiat, que ce soit rapide, mais les choses plus positives prennent du temps. Et il est important, bien sûr, pour moi, et je l'ai appris lors des derniers mois, qu'il faut célébrer chaque victoire. En tant qu'entrepreneur, cela nous donne beaucoup de satisfaction. Et nous méprisons toujours les petites victoires. Et les petites victoires doivent être toujours célébrées. Et il est important de dessiner ou avoir un plan sur papier de toutes les idées et et les diviser en buts et en objectifs. Et c'est la façon dont nous pouvons le faire de devenir cela réel. Et il faut savoir où nous voulons aller. Et l'adversité pour les entrepreneurs, c'est l'occasion parfaite pour ceux qui ont des problèmes parce qu'ils doivent savoir que le monde est un endroit avec beaucoup d'adversité, mais que l'adversité est l'occasion parfaite. J'ai été très contente de partager avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alan. Et tu as mentionné quelque chose de très important, c'est-à-dire la capacité de pouvoir mélanger cette passion et ce propos d'un entrepreneur afin de pouvoir créer ce pont pour avoir un projet à succès si l'on considère ces conversations. Et c'est-à-dire, c'est incroyable d'écouter tout ce travail que tu fais pour avoir accès à ce droit humain de base. Notre deuxième panéliste aujourd'hui, c'est Gabriel Saunders. Gabriel est un Canadien de 25 ans, originaire de l'île Turks et Caïcos, et cofondateur de Decomp. C'est une jeune entreprise, une start-up de biotechnologie qui cherche à résoudre la pollution causée par les déchets de plastique. En septembre dernier, Gabriel a présenté Decomp aux responsables nord-américains de l'environnement à la 20e session du Conseil de la Commission de coopération environnementale. Après, Gabriel a été panéliste à la délégation de l'Union européenne à la conférence sur l'action climatique du Mexique. Gabriel, on te donne la parole. So you pretty much gave that quick little intro there, but I'll do it again. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, je sais qu'on a déjà fait la présentation, mais je vais le faire encore une fois. Je m'appelle Gabriel Saunders, j'ai 25 ans et j'habite au Canada. Je suis le cofondateur de Decomp. Alors, moi, j'ai été très intéressée par l'environnementalisme lorsque j'étais assez jeune. Et ici, dans l'île Turks et Caïcos, j'ai eu l'opportunité de participer à une conférence où j'ai connu Al Gore. Et cette rencontre a vraiment incité mon intérêt interne pour l'environnement. Et après, j'ai connu le docteur David Suzuki. Comme j'étais connu comme un jeune qui était intéressé par l'environnement, la personne en charge des ressources et de l'environnement m'a demandé si je voulais commencer. Après, je suis entrée dans le programme de la durabilité dans l'université de Waterloo, enfin dans le programme pour les affaires durables. On m'a enseigné que l'on peut avoir un impact dans le monde et on peut améliorer les communautés grâce aux entreprises. Probablement, vous pourrez voir Brock là. Et donc, c'est une des premières personnes qui a vu Decomp. Et c'est le premier prix où j'ai participé. En fait, on a été très surpris, mais en fait, on a reçu le prix
de première place. Et en fait, cela est dû à la motivation interne pour pouvoir transformer ce projet de l'école en une start-up. On voit qu'il y a 6,3 milliards de tonnes de plastique de tonnes métriques de plastique qui sont produites, mais seulement un pourcentage qui n'est pas très élevé est recyclé. Alors, on a dit de quelle façon peut-on transporter ce plastique pour ce processus? Mais d'abord, il faut savoir que ce ne sont pas tous les types de plastique qui peuvent être recyclés. Les incinérateurs peuvent enfouir les plastiques, éliminer les plastiques. Mais il y a aussi des effets négatifs à la santé qui sont associés. Et dans les municipalités, il y a des restrictions dans la quantité des déchets qui dépendent de taux différents. Alors, tout ce plastique pourrait aller vers un site d'enfouissement. Et chez Decomp, on est en train d'affronter cette pollution de déchets plastiques. Alors, puisque plusieurs microbes ont déjà été découverts avec cette capacité de pouvoir décomposer le plastique, nous avons déjà identifié les bactéries les plus prometteuses. Nous les avons modifiées génétiquement afin de les améliorer. Chez Decomp, on facilite la transition dans cette économie circulaire. Donc, au lieu d'envoyer ces plastiques dans ces processus qu'on avait déjà mentionnés auparavant, la solution de Decomp peut être utilisée et les précurseurs du plastique peuvent être utilisés. La biomasse peut être utilisée en tant qu'un conditionnateur des terres. Le 42% des déchets plastiques mondiaux qui sont générés, qui vont vers les sites d'enfouissement et dans les sites d'enfouissement à ciel ouvert. Decomp a le potentiel de réduire 150 millions de tonnes de pollution de micro- et nanoplastiques par an. Et les émissions de GES liées à l'activité humaine représentent 50 milliards de tonnes de CO2. Le 3,2% de ces émissions de GES mondiales viennent des sites d'enfouissement et des déchets environnementaux. Alors, lorsqu'on était en train de formuler notre équipe, de la créer, on s'est centré. On voulait s'assurer qu'on ait des membres qui puissent couvrir toutes les disciplines qui étaient importantes. Alors, nous avons des membres qui se spécialisent et qui ont des contextes en sciences, ingénierie et affaires. Nous voulions aussi nous assurer que notre équipe était diverse en dehors de l'académie et qui représente une multitude de pays et une multitude de régions différentes aussi. Quel est le résultat? Nous avons une très bonne compréhension des pratiques des affaires au niveau mondial. Alors, nous pensons que cela sera un actif très important pour nous lorsque nous le mettrons à l'échelle. Il s'agit d'avoir un réseau très ample de contextes et de soutien partout dans le monde. Comme j'ai continué en tant qu'entrepreneur en étudiant, je peux vous dire que en fait, c'était une expérience formidable. J'ai déjà rencontré quelques fonctionnaires environnementaux, j'ai participé à des sessions du Conseil et j'ai aussi participé dans la délégation européenne au Mexique. J'aimerais vous partager quelques recommandations pour les étudiants entrepreneurs. D'abord, il faut que vous vous engagez dans les différentes compétitions, les compétitions pour les startups, les compétitions pour les plans d'affaires, toutes ces compétitions qui sont dans les universités. Une de ces raisons, c'est que vous allez être très à l'aise lorsque vous allez parler sur votre startup. Vous avez besoin de parler d'une façon très simple. Et si une personne vous pose une question, vous devez être capable de répondre à ces questions. Une autre chose que vous obtiendrez de ces compétitions, c'est un point critique constructif de cette expérience des juges.
puisque les juges ont du contexte en vente, marketing, etc., etc. Donc, cette critique constructive va vous permettre de voir quelles sont les lacunes, les écarts dans votre modèle d'affaires. De cette façon, vous pourrez remplir ces lacunes et vous aurez un discours beaucoup plus persuasif et informé. Et en particulier en tant qu'un étudiant entrepreneur qui participe dans ces compétitions, vous pourrez vous concentrer surtout dans la partie réelle. Il faut vous centrer sur ça au lieu de vouloir gagner à la compétition. La raison, c'est qu'en fait, si vous vous centrez dans la partie réelle, cela vous aidera à gagner les compétitions. Une autre recommandation, c'est d'être vraiment très stratégique avec la sélection de vos employés. Être un étudiant, c'est quelque chose de très stressant. Et moi, je pense que pendant que les personnes s'éloignent de leurs études, enfin du jour où ils reçoivent leur diplôme, ils oublient à quel point être un étudiant est quelque chose de stressant. Et il faut continuer à prendre des cours, par exemple, de recherche, des cours d'entrepreneuriat pour continuer à apprendre. Vous aurez aussi l'opportunité de travailler avec des individus qui vous ressemblent. Cela pourrait être des individus qui veulent travailler avec vous dans votre projet. Et même si ce n'est pas le cas, vous pourrez travailler avec des personnes qui sont intéressées dans le développement de l'industrie, dans l'entrepreneuriat, qui voudront vous aider dans ce projet. Vous aurez aussi l'opportunité d'apprendre des experts, c'est-à-dire des professeurs. Et parfois, ce sont des personnes qui ont une expérience très solide dans une industrie particulière et qui ont plusieurs années d'expérience. Et donc, ils pourront aborder ces questions puisqu'ils ont vu d'autres startups dans cette industrie particulière. Mais même s'ils ont fait l'expérience d'autres projets, il y aura toujours quelques similitudes dans les différentes structures. Et il faut parler aux incubateurs aussi. Il y a des programmes d'incubation ou de pré-incubation qui fournissent des opportunités de financement, que ce soit des subventions, des compétitions de discours où on peut gagner des prix ou des réductions. Ce sont plusieurs opportunités de financement et de cette façon, vous serez à l'aise et vous serez familiarisé à donner des discours pour gagner de l'argent pour votre start-up et auprès des investisseurs. Le coaching et le tutorat, ce sont pour des individus avec de l'expérience dans d'autres projets et qui ont beaucoup d'expérience. Aussi des ateliers et des ressources, ce sont un autre recours qu'on peut utiliser. Je pense que pour devenir le fondateur que vous voulez être, vous devez être aussi indépendant que possible. Cela va toujours me bénéficier d'avoir une très bonne compréhension du plastique, de l'ingénierie et du côté de l'entreprise, la partie des finances, des ventes, du marketing, parce que cela va vous permettre de parler aux gens qui comprennent ces sujets. Et vous pourrez avoir des conversations, vous pourrez leur parler en leur langue. Et de cette façon, les incubateurs peuvent trouver ces ateliers et ces ressources qu'ils pourront utiliser. Je pense que cela est aussi très important, le fait de pouvoir s'auto-éduquer. De cette façon, vous pourrez apprendre d'une façon plus efficace et rapide. Et vous pourrez vous centrer directement dans le sujet qui vous intéresse le plus. Vous pourrez voir des documentaires, des podcasts, vous pourrez lire des livres. Moi, personnellement, je lis des livres et un que j'ai lu récemment, un de mes préférés, c'est un livre qui s'appelle Get Out of Your Way. Et il s'agit des différentes illusions, c'est-à-dire rien n'est réel jusqu'à ce qu'on le fasse.
pour les entrepreneurs. Et parfois, il y a des gens qui se rendent et qui ne continuent pas à travailler pour le rêve puisqu'ils ne sont pas réalistes. Mais pour que cela devienne quelque chose de réaliste, vous devez aller vers l'avant. De cette façon, vous pourrez résoudre un problème et vous devez continuer à essayer de le résoudre. Un autre extrait de ce livre, l'énergie des gens qui vous entourent va se coller à vous. Donc, choisissez sagement. Et cela va se transmettre au reste de l'équipe. Alors, toutes les actions et toutes les interactions dans votre start-up vont commencer à créer votre entreprise. Et la dernière chose que vous aimeriez faire, c'est de créer une compréhension qui n'est pas de la positivité et essayer d'accomplir quelque chose qui n'a pas l'air réaliste. Un autre conseil que j'aimerais vous partager. Lorsqu'on se perd dans notre passion et que les nombres ne sont plus relevants, j'aimerais vous dire qu'il faut se concentrer dans les quoi et pas nécessairement dans les quand. Qu'est-ce que je veux dire? Il ne faut pas trop se compliquer la vie. Le rêve entrepreneurial est comme des jeux. C'est un petit peu comme des montagnes russes. Et en fait, si vous ne faites pas ça, vous allez vous sentir démoralisé. C'est pour cette raison que vous devez vous centrer et centrer le 100% de vos efforts tout le temps sur vos objectifs au lieu de sur vos échéances. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai dit pendant un webinaire précédent. La question était quel est le meilleur tuteur? Et moi, j'ai dit, le meilleur tuteur, c'est l'expérience. Et on m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par ça? Parce que normalement, les tuteurs sont des personnes. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que j'ai déjà eu les meilleurs tuteurs dans le monde. Et on va écouter les tuteurs 95% du temps. Mais l'autre 5%, c'est l'expérience. Et peut-être qu'on pourra prendre la bonne ou la mauvaise décision, mais du moins, on va gagner cette expérience et on pourra savoir quelle est la bonne décision pour la prochaine fois. Il faut vérifier ce qui a marché correctement et ce qui n'a pas marché. Il faut voir les décisions, il faut voir quelles sont les décisions que l'on veut répéter et quels sont les problèmes que l'on veut prévenir. Pour cette raison, le meilleur tuteur, c'est l'expérience. Merci, Gabriel. Et c'est quelque chose qui résonne vraiment avec moi dans cette trajectoire de start-up, dans cette trajectoire entrepreneuriale. Les jeunes entrepreneurs doivent participer dans ces compétitions. Mais parfois, ils supposent qu'ils ont besoin d'une entreprise qui soit déjà complètement formée et qui n'ait pas de risque. Mais en fait, cette trajectoire de l'entrepreneuriat est un trajet qui n'est pas une ligne droite. À présent, j'aimerais vous présenter le dernier panéliste. Nous avons Steve Adams. Steve Adams est le fondateur de Bison Underground, ainsi qu'un ancien combattant, étudiant de première génération et candidat au doctorat de l'Université de l'Oklahoma à la School of Geosciences. Nous avons Lily Pfeiffer. Lily est chercheuse postdoctorale à la School of Geosciences de l'Université de l'Oklahoma, où elle applique des outils en sédimentologie. Nous avons aussi Alicia Bonner. Alicia est candidate au doctorat en géologie à l'École des géosciences de l'Université de l'Oklahoma. Elle a travaillé à l'Agence fédérale de gestion des urgences à titre de spécialiste de l'environnement. Nous avons après Zara Ahmed. Zara est une stratège en santé publique très expérimentée qui travaille actuellement sur la réponse à la COVID-19. Elle est titulaire d'un doctorat, d'un baccalauréat en sciences politiques de l'Université de Brown et d'un doctorat à l'Université de Caroline du Nord. Merci beaucoup, vous avez la parole. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'inviter. Je suis
Steve Adams, je suis vraiment très content de pouvoir participer et parler des startups. Alors, comme vous l'avez déjà écouté, donc j'ai étudié les géosciences et donc je suis un candidat de doctorat. Alors, notre mission, c'est de pouvoir affronter les effets du changement climatique à travers des processus de séquestration de carbone qui puissent éliminer ce carbone de l'atmosphère et le restaurer pour avoir une terre agriculturelle de qualité. Notre objectif est d'encourager la sécurité alimentaire, d'encourager les pratiques agricoles durables et limiter l'utilisation de produits ajoutés aux terres. Alors, notre vision est de rendre de cette qualité aux terres, c'est-à-dire rendre cette qualité qu'elle avait avant les années 1940 et qui a été donc modifiée par les activités industrielles. Et nous voulons donc revenir au niveau de carbone atmosphérique qu'on avait avant 1990. Diapo suivante. Alors, notre approche. Puisqu'il y avait trop de carbone dans l'atmosphère et pas trop dans les terres, on a dit on pourra le gérer en utilisant cette matière organique des récoltes. On pourra les transformer en nutriments que nous incorporons aux terres en utilisant de nouvelles technologies. C'est-à-dire, cela est très important. Alors, nous participons avec des producteurs agricoles dans tous les niveaux et ils peuvent inclure cela dans leurs pratiques agricoles. Il y a plusieurs bénéfices de notre approche. Nous avons la capacité de pouvoir obtenir 1 milliard de tonnes métriques de séquestration de carbone dans nos terres de récolte. Cela peut être utilisé dans n'importe quelle échelle et on peut l'utiliser dans des fermes industrielles ou dans des jardins privés. Il s'agit de pouvoir atténuer les effets climatiques extrêmes qui provoquent les inondations et les périodes de sécheresse. On veut aussi avoir une sélection plus diverse des récoltes pour augmenter la sécurité alimentaire pour tous. Il y a plusieurs défis. Nos principaux défis, c'est de protéger et d'améliorer l'ingénierie et la science qui nous soutient. Un autre défi, c'est d'établir des opérations robustes pour l'entreprise, diversifiées et faire croître nos sources de financement, protéger la propriété intellectuelle, les avantages compétitifs, ainsi que de créer des connexions avec les producteurs agricoles, les preneurs de décision, les investisseurs et les experts techniques. Plusieurs de ces défis veulent communiquer notre valeur au public général. Donc voilà un aperçu très bref et qui parle de notre conversation très rapide. Il s'agit de comment aller de l'idée à l'exécution. À partir de l'année dernière, nous avons établi cette entreprise et nous voulons travailler pendant plusieurs années. On a établi l'équipe. Nous avons envoyé notre première proposition dans une compétition d'étudiants. Alors, on a eu l'annonce de l'X-Prize, le prix X-Prize de 250 000 $. Alors, rapidement, on a construit, testé, validé notre premier prototype. En plus de pouvoir construire une analyse technique et un modèle d'entreprise très robuste. Nous avons participé à plusieurs compétitions. En continuant, nous construisons plusieurs prototypes
et nous visons à une production plus grande. Au départ, on était intéressé à mettre à l'échelle cette affaire et à rechercher des partenaires et des plateformes d'entreprise en 2024. On aimerait participer à l'X-Prize pour obtenir un financement supplémentaire. Alors, les leçons apprises. Après, je vais te donner la parole. Bon, en tant qu'une nouvelle entreprise, on a eu plusieurs défis. Les plus grands apprentissages pour nous ont été d'avoir de grandes fluctuations, participer avec les forces de son équipe, promouvoir le succès, utiliser des réseaux, se centrer dans les problèmes du monde réel. Et donc, notre première leçon apprise, lorsque nous avons gagné le X-Prize pour la séquestration de carbone, on n'existait pas en tant qu'entreprise. Tout ce qu'on avait, c'était une idée. Même si l'échéance était donc assez effrayante, on a pensé, d'accord, on ne va jamais gagner si on n'entre pas dans cette compétition. Et donc, on va l'essayer, sinon on aura des opportunités dans le futur. Diapo suivante. Pour nous, une partie de notre succès dans les premières étapes, c'est d'avoir une équipe très forte. Et donc, tout le monde dans cette équipe, ce sont mes amis. Donc, c'est plus facile de les connaître. Et donc, on voulait rester motivés. On ne venait pas de contexte d'entreprise. On était surtout des géologistes. Et peut-être ils avaient en fait les caractères ou les traits de personnalité qui les rendaient meilleurs pour des tâches spécifiques. Ils étaient aussi intéressés à apprendre davantage. Nous avions des géologues qui étaient très intéressés d'apprendre. Et alors, il faut avoir les personnes correctes qui pourront couvrir les lacunes. Pour moi, ça, c'est le centre de l'innovation locale où l'on pourra faire les différents prototypes et faire croître nos affaires. Et donc, moi, j'ai eu une réunion avec un membre de notre équipe qui s'appelait JB. On travaillait tous les deux dans des projets différents. Et moi, je lui demandais s'il voulait participer dans notre équipe. Il a dit oui. Et donc, il a beaucoup de compétences en ingénierie. Il a pu apprendre sur notre travail et les projets. Et donc, certainement, ce ne serait pas aussi fort comme cela l'est aujourd'hui. Et il faut voir quelles sont les compétences requises et qui existent dans votre zone locale. Alors, auparavant, je l'avais déjà dit, il faut être batailleur. Alors, ici, c'était une journée très froide dans l'hiver et je voulais demander de l'aide à ma famille et à mes amis. On avait l'équipement qu'on avait pu acheter des ventes. On a dû prendre tout cet équipement d'expériments antérieurs. C'était le premier prototype, mais cela a marché. Et donc, on a dit, d'accord, on espère que cela sera suffisant pour impressionner les juges lors de la compétition suivante. Alors, le point suivant, c'est qu'il faut se promouvoir. Et voilà, j'ai fait différentes communications qui pourront vous aider et pour amplifier votre succès. Et de cette façon, vous pourrez vous rapprocher aux investisseurs, aux tuteurs. Ces ressources vont nous permettre de répandre notre réseau et d'avoir de nouveaux partenaires. Diapo suivante.
On a vraiment besoin d'utiliser les réseaux. Alors, commencez à les rechercher dans vos communautés locales afin de retrouver des partenaires, des incubateurs, des facilitateurs. Vous pourrez toujours retrouver, il y a beaucoup d'institutions et d'organisations qui sont conçues pour aider les différentes entreprises. Même ici, à Oklahoma, on en a plusieurs. Et de cette façon, vous aurez accès à ces nouveaux tuteurs, facilitateurs, etc. Se centrer dans les problèmes du monde réel. Notre leçon suivante, c'est se centrer dans des problèmes plus spécifiques. Le changement climatique est quelque chose de très grand. Alors, il faut penser comment ce problème aura des répercussions dans des personnes individuelles. Nous, on a vu les conséquences sur le sol et de quelle façon atténuer ces problèmes. Mais il y a plein de problèmes. Et plein de ces problèmes, en fait, représentent des opportunités. Alors, vous pourrez penser à des problèmes que vous voudrez résoudre, mais il faut faire attention sur comment ces problèmes peuvent avoir des répercussions sur des individus. Diapo suivante, d'accord? Si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous pouvez être en contact avec nous. On sera très content de vous entendre. Merci beaucoup, Steve, et merci beaucoup à toute l'équipe Bison. Donc, évidemment, ce sont de très bons temps pour être avec Bison. Alors, à présent, nous aurons notre session de questions-réponses de l'atelier d'aujourd'hui. J'aimerais dire aux participants que si vous avez des questions, si vous pouvez utiliser la fonction questions-réponses, on pourra les poser à nos panélistes. Nous avons déjà quelques questions. Une question de Kevin. Kevin dit, quel est votre progrès en éditant les gènes des bactéries de votre modèle? Est-ce que vous pouvez partager la méthode que vous utilisez? Alors, malheureusement, la pandémie a arrêté ce programme, mais nous serons de retour dans notre laboratoire dans les jours qui viendront. On pourra faire des tests microbiques avec nos chercheurs. Et donc, puisqu'on est en train de faire cette modification génétique des microbes, les microbes seront déjà prêts pour les chercheurs. Et il faut voir où on peut trouver ces microbes. Il y a quelques endroits en Inde, au Kenya, en Israël, au Kansas. Ce sont des endroits où nous pouvons aller afin de rechercher des échantillons de ces microbes pour pouvoir les modifier génétiquement. En termes de cette question, bon, on n'a pas eu beaucoup de progrès à cause donc de cet arrêt à cause de la pandémie. Merci, Gabriel. Après, nous avons une question pour l'équipe de Bison, pour Steven. Les gens aimeraient écouter davantage sur votre prototype et aussi quelles seraient les étapes suivantes dans cette évolution. Oui, absolument. Notre prototype est fait avec des équipements fermiers. Il n'y a pas de couche arable pour le sol. Nous utilisons surtout des matières organiques. Et tout ce qui est en général laissé sur le sol. Et tout ce qui vient des pratiques agricoles. Tout ce qui se trouve dans les surfaces. Et on voit que cela sera décomposé. Donc, on va le décomposer dans le sol. Et pour ce prototype, moi, je ne peux pas expliquer tous les détails puisque nous sommes en train d'arranger toute la partie là sur la propriété intellectuelle. Et moi, je dirais aussi
que vous pouvez permettre aux étudiants qui travaillent dans les étudiants, pardon, vous pouvez permettre aux étudiants qui travaillent dans les différentes universités d'être en contact avec les différentes compétitions et vous pourrez voir aussi quelles sont les politiques qui existent en ce qui concerne la propriété intellectuelle. Merci, Steve. Notre question suivante est de Dustin. Et Dustin est intéressé sur comment faire participer les étudiants dans les startups. Quels sont les leviers en termes de temps? Peut-être que nous pourrons commencer avec Alain. Alain, selon ton expérience, tu peux travailler avec des étudiants diplômés récemment et as-tu des contributions de leur part? Esa pregunta me encanta porque nosotros, bueno, aquí hay algo que le llaman capítulo. J'aime bien cette question. Il y a quelque chose qui s'appelle des chapitres d'étudiants, c'est-à-dire que ce sont des organisations dans les universités qui nous permettent que les étudiants s'impliquent dans des activités de leur propre industrie. Alors, après avoir sorti de l'université, nous nous sommes approchés parce que tout d'abord, ils nous cherchaient pour donner des conférences, pour donner des cours, même en tant que conseiller dans le sujet du béton. Donc, pour quelques compétitions d'étudiants, on leur a montré quelques thèmes spécifiques. Et c'est cette approche des cours, des ateliers avec les étudiants nous a permis d'une certaine façon d'avoir un impact que nous appelons d'avoir des graines. C'est-à-dire que parce qu'ils sont devenus en collaborateurs et c'est par le biais de ces étudiants que nous sommes arrivés à réussir à avoir beaucoup d'objectifs. Les startups peuvent également s'impliquer avec les étudiants par le biais des conférences, etc. Nous sommes toujours près de l'académie. Et concernant la propriété intellectuelle, il faut toujours s'informer parce qu'une grande partie de l'innovation qui surgit des universités meurt ou reste uniquement dans les thèses. Et c'est où nous voulons arriver, c'est-à-dire que ceux qui avons une expérience avec les entreprises, on peut aider les étudiants avec la propriété intellectuelle. Il est très important de l'avoir toujours dans l'esprit et travailler avec les organismes qui interviennent. Ici au Mexique, l'INPI, c'est une organisation qui travaille dans la partie intellectuelle et il y a beaucoup on a du partenariat avec quelques universités et on peut parler de l'expérience. Merci Alain. Nous avons une question de Niria. Pour Niria, l'audience aimerait savoir quelles sont les leçons que tu as apprises des leaders communautaires avec lesquels tu travailles. Is Niria still with us? Est-ce que Niria est toujours parmi nous? Peut-être qu'elle nous rejoindra dans quelques instants. À présent, spécifiquement, quelle est l'idée derrière le nom Bison Underground? C'est une bonne question. Ici, en Amérique du Nord, dans les industries ou la production agricole industrielle à tous ces gens. Et donc, on veut avoir cette force écologique pour essayer de restaurer les niveaux qu'on n'a pas aujourd'hui.
Alors, lorsqu'on parle du bison, c'est pour reconnaître le rôle qu'il a dans ce carbone accumulé. C'est inspirationnel pour nous et c'est pour ça que l'on a incorporé cela, parce qu'on veut restaurer le carbone aussi dans les terres pour que les plantes soient plus saines et que les écosystèmes soient plus sains. D'accord, Steve, merci. Une question pour les 4 panélistes qui vient de Kevin. Il aimerait savoir sur comment vous pouvez évaluer les investisseurs pour connaître quelles sont donc les réglementations, etc. Lorsque nous faisons face à des groupes d'investisseurs, on va commencer par Bison Underground et après on donnera la parole à Alain. D'accord, évidemment, il s'agit d'un processus assez long puisque, en fait, on a rapproché plusieurs investisseurs avec différents indicateurs et différentes organisations. Et donc, évidemment, cela était très compliqué. C'est difficile de savoir à qui on devait donner une réponse positive ou négative. Ma recommandation serait de toujours être aimable, avoir les réunions avec les gens, les écouter et aussi faire attention à votre intuition. Et si vous avez des tuteurs ou des personnes qui ont déjà de l'expérience dans ce secteur, bon, si ce sont des personnes qui sont nouvelles dans cet espace, peut-être qu'ils ne sont que derrière l'argent, mais recherchez des gens qui développent déjà des affaires pendant des années et écoutez les offres que vous pourrez avoir avec eux. Et vous pouvez aussi rechercher des recommandations d'autres personnes dans des sociétés, des organisations. Vous pouvez rechercher quelqu'un qui pourrait vous donner des recommandations. Merci. Alan? Peut-être que tu pourrais aussi nous expliquer depuis ton expérience pour pouvoir assurer un investissement et avoir du capital financier. Oui, notre histoire a commencé très différemment. Nous sommes allés à un programme qui s'appelle Shark Tank au Mexique et c'est là que nous avons trouvé les investisseurs. Mais avant, on avait déjà fait également quelques essais avec quelques accélérateurs. Et c'est justement les accélérateurs sont des entités financières qui sont établies, qui ont beaucoup d'expérience pour pouvoir donner du capital. Et quelque chose que je recommande toujours, c'est que quand on va voir quelqu'un qui est intéressé, il est important de crier au monde ce qu'on est en train de faire, mais il est important de faire des accords de confidentialité parce que justement pour qu'on établisse une relation de confiance, pour qu'on n'ait pas un problème juridique d'avoir commenté une idée et que quelqu'un d'autre la développe. Et quant à savoir quel investisseur est l'adéquat, ben, je suis d'accord avec Steve. Hein. Il faut avoir un réseau de conseillers, un réseau de tutorat à qui demander conseil parce que cela est très important. Et je considère 2 choses. Il faut choisir avec qui travailler et qui ait la même vision que moi-même et la même vision d'entreprise. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement d'argent, c'est de l'accompagnement, c'est de l'expérience et c'est une relation de tutorat. On catalogue cela comme un mariage. On le sent. Quand quelqu'un est pour toi et dans le sens de l'investissement, c'est la même chose. Ben, c'est l'intuition également. Merci, Alain. Je vais poser une autre question à tous les panélistes. Peut-être que nous allons commencer avec Gabriel. Quelle est une des plus grandes erreurs dans cette trajectoire entrepreneuriale et quelles seraient les leçons que tu en as tirées? De quelle façon as-tu navigué et surpassé ce type d'erreur? Merci, c'est une très bonne question.
Alors, je pense que j'ai déjà répondu cette partie-là dans la présentation, mais je pense que la plus grande erreur que j'ai fait du point de vue personnel, c'est de me concentrer dans l'interaction de compétition parce qu'en fait, j'ai perdu de vue la partie réelle. Je pense qu'en tant qu'un étudiant, cela peut être confus parce que ce qui semblerait être une quantité très importante d'argent, puisque on veut gagner 10 000 $ par là, 15 000 $ par là ou 15 000 $. Mais il faut plutôt se dire, mais est-ce qu'on se concentre dans les choses correctes? Ou sinon, les choses ne vont pas se passer comme on les avait prévues. Peut-être on s'est trop concentré dans la partie de donner aux juges les choses qu'ils veulent écouter au lieu de nous concentrer plutôt dans notre entreprise et nos affaires. Et comment, parfois on dit, de quelle façon peut-on faire le meilleur, le plus beau, le plus sexy discours qui impressionnera les juges. Mais en général, le meilleur discours, ce sont les discours qui se centrent plutôt dans ce projet. Alors, je pense que ces compétitions sont géniales et très importantes pour les entrepreneurs. Les étudiants entrepreneurs devraient pas y participer afin de pouvoir gagner rapidement une certaine quantité de financement, mais il faut penser qu'il y a une différence entre les compétitions des étudiants et l'attraction ou l'adhérence réelle. Et ils font pouvoir comprendre quelle est la trajectoire de notre entreprise. Cela est nécessaire. Merci, Gabriel. Alors, je dois en fait conclure la session de questions-réponses pour respecter le temps. Et avant de continuer, j'aimerais donner un grand merci à tous nos panélistes et à toute l'audience. Sans vous, ces séries ne seraient pas possibles. Et donc, ici, nous avons eu plusieurs indications du futur de l'entrepreneuriat, surtout pour les jeunes. J'aimerais vous donner un grand merci à tous les participants aussi pour vos questions et pour participer à cette série d'ateliers. On est toujours très content de recevoir vos commentaires, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas, tous vos commentaires seront bien reçus pour pouvoir organiser les séries d'ateliers suivantes. Aussi, si vous êtes intéressé à être en communication avec les panélistes, n'hésitez pas. Après, j'aimerais présenter la docteure Georgina O'Farrell, qui participe dans l'équipe de la commission de la coopération environnementale. Et donc, elle est née et elle a grandi dans la ville de Mexico. Elle a organisé ces séries d'ateliers de l'entrepreneuriat vers... Merci beaucoup, Nick. Merci à tous les panélistes. C'était vraiment génial d'écouter toutes ces présentations qui étaient très inspiratrices. Nous ont inspiré, nous tous, tous les participants qui étaient en Amérique du Nord et partout dans le monde. On pourra aussi partager ces discussions. Donc, je n'ai pas besoin de le répéter, tout le monde l'a déjà dit. Ce qui est important, de nous envoyer vos idées, d'être critiques, d'être ouverts à ce criticisme, ces critiques. Et pour pouvoir recevoir plus d'investissements, je suis vraiment très contente de vous avoir écouté et d'écouter vos trajectoires futures. Avant de conclure ces séries, j'aimerais remercier spécialement l'Université de Waterloo, le département de l'environnement et en particulier à Jean Andre et à toute l'équipe de Waterloo et dans ce programme d'entrepreneuriat. C'est la deuxième fois que l'on travaille avec eux. C'est un vrai plaisir puisqu'ils travaillent avec cette équipe passionnée et dédiée
et on reste motivé par votre expertise. Finalement, j'aimerais remercier tous les participants pour avoir soutenu ces ateliers sur l'entrepreneuriat. Si vous aimeriez écouter davantage sur comment travailler ensemble avec et pour les entrepreneurs, je vous demanderai de rester en contact avec la CCE à travers de nos réseaux sociaux et de nos médias. Dans les jours qui suivront, on pourra partager les enregistrements de toutes les séries. On pourra vous fournir des mises à jour sur le défi du CCE de la CCE pour la jeunesse. À présent, je donne la parole à Brock. Merci beaucoup tout le monde pour avoir participé pendant cette série d'ateliers. Et s'il vous plaît, restez en contact avec la CCE et l'Université de Waterloo. Merci beaucoup, Georgina. Je te remercie de ces paroles si aimables. Et donc, évidemment, on remercie l'Université de Waterloo, mais aussi la CCE. Cela n'aurait pas été possible sans le soutien que la CCE nous donne, ce qui inclut le soutien technologique et le travail formidable des interprètes. J'aimerais remercier les interprètes parce que, en fait, cela n'est pas facile pour elles. On est en train de partager des idées très compliquées. On parle trop vite. Elles sont toujours en train de courir. Et donc, elles ont fait un travail formidable. Donc, merci beaucoup à Liliane qui a organisé ce travail avec les interprètes. Merci Nick pour avoir modéré la session d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les panélistes. J'aimerais en fait faire le suivi à quelques-uns des commentaires de Georgina. Si vous avez bien profité de cette séance, les vidéos seront disponibles et elles seront sur YouTube pendant un certain temps. Vous pourrez partager ce contenu avec d'autres personnes. On pourra promouvoir les idées qui sont associées à l'entrepreneuriat vert et comment l'utiliser et quelles sont les compétences pour pouvoir créer un meilleur monde. Et je pense que le CCE va être en contact avec toutes les personnes qui se sont enregistrées pour cet événement. Et comme Nick l'a dit, on est vraiment très intéressés. On aimerait écouter les personnes qui auraient des idées pour des événements futurs et on sait que les réunions de Zoom sont une expérience d'une seule voix, mais on essaie de changer cette expérience puisqu'on voit des noms qui commencent à être familiers semaine après semaine sur le chat. Et donc, j'aimerais vous dire merci à tous ceux qui ont participé depuis les territoires autochtones. On espère vous revoir dans le futur. Merci.